à tous, bienvenue dans le webinaire qui concerne la sensibilisation aux troubles de la déglutition. Je suis Clémence Sédard, orthophoniste, et est avec nous Emeline Correa, également orthophoniste. Dans le groupe de travail, il y avait également Adeline Gillet, orthophoniste, Coralie Touillet, orthophoniste, et Magali Gervais, diététicienne. Nous avons tous l'habitude de prendre en charge des patients présentant des troubles de la déglutition et nous avions à cœur de pouvoir expliquer certains éléments pour que ce soit plus clair dans votre pratique et nous espérons répondre au mieux à vos interrogations. Vous pouvez voir des photos de la formation que nous avons réalisée en juin 2023 auprès des professionnels de santé. Pour ceux qui n'étaient donc pas là, voici le webinaire. Pour commencer, vous pouvez scanner le QR code qui présente dans une petite vidéo les mécanismes de la déglutition dite normale. Ce sera plus facile pour vous de vous rendre compte exactement de ce qui se passe plutôt que de longues explications anatomiques. Vous verrez que la déglutition se déroule en 3 temps. Il y a d'abord le temps préoral et oral. Les 5 sens sont très importants, ainsi que l'environnement et l'installation, de la main à la fourchette jusqu'à la bouche. Ensuite, donc la phase orale, c'est tout ce qui se passe en bouche, la mastication, la salivation, la mise en forme du bolus alimentaire pour pouvoir être ensuite avalé. Vous voyez également sur l'image du PowerPoint que la deuxième phase est la phase pharyngée. Donc le bol alimentaire arrive dans la zone du pharynx, puis descend jusqu'à l'œsophage. Ça s'appelle la phase œsophagienne. Évidemment, dans les troubles de la déglutition, il peut y avoir des difficultés qui apparaissent à 1, 2 ou 3 de ces niveaux-là. Voilà. Donc la synchronisation et la coordination entre ces 3 étapes est nécessaire à la bonne réalisation de la déglutition. Si une des étapes est déficitaire, alors la sécurité est mise en danger. Qu'est-ce qu'une fausse route ? Une fausse route, c'est le fait d'avaler de travers des aliments, des boissons ou même la salive. Ces éléments peuvent se diriger vers les poumons, ce qui peut bien sûr être très embêtant. Certaines personnes peuvent faire des fausses routes répétées et il y a risque d'infection pulmonaire. Les différents types de fausses routes. Il peut y avoir des fausses routes directement au moment de la déglutition. Il y a donc des difficultés de propulsion ou de protection des voies aériennes. Mais il peut également y avoir des fausses routes au moment de la mise en bouche. Donc avec un mauvais contrôle du bolus à l'intérieur de la bouche, par exemple avec double texture, un aliment qui pourrait être par exemple comme du raisin avec une peau et à l'intérieur des petits grains et du jus. Ou alors une mauvaise préparation en lien avec des difficultés de mastication, par exemple. Donc, la fausse route, elle est soit directe. Donc, quand elle est directe, c'est-à-dire qu'elle a lieu pendant le temps de déglutition, donc c'est-à-dire pendant que le patient est en train d'avaler. Et elle est soit indirecte, soit après que la déglutition a eu lieu. Donc, attention, ce n'est pas parce que la personne tousse qu'elle fait une fausse route et ce n'est pas parce qu'elle ne tousse pas qu'il n'y a pas de fausse route. Il faut donc être vigilant à ne pas aller trop vite dans les diagnostics. Comment dépister les troubles de la déglutition ? Alors, ce qui peut nous alerter pendant un repas et ce qui peut nous faire penser à des troubles de la déglutition, ça va être par exemple des toux au moment du repas, des douleurs à la déglutition, un patient qui va se plaindre d'un sentiment d'un aliment qui va rester bloqué, de quelque chose qui va coller au fond de la gorge, un patient qui va avoir peur de passer à table, un patient qui va nous dire que en fait il a arrêté de manger certains aliments, en fait il mange de tout mais finalement il mange pas vraiment de tout, les petits pois il les mange plus, le riz il le mange plus, mais voilà, certains aliments ont été mis de côté et en fait on se rend compte que c'est parce qu'il y avait des troubles de la déglutition. Des aliments qui vont être stockés dans les joues, qui vont rester après les repas, avec un petit stock comme les joues de hamster, voilà. Des hydratations, des nutritions. On va avoir une perte de poids.
chez les patients qui ont des troubles de la déglutition, alors pas que chez ces patients-là, mais aussi chez ces patients-là, des repas qui vont être allongés. On estime qu'un repas doit durer une demi-heure. Les patients qui vont manger pendant 45 minutes, 1 heure, là on est sur un risque de trouble de la déglutition. Des plateaux qui vont revenir quasiment pleins, des patients qui vont rien manger, et des patients qui bavent aussi également. Il faut faire attention à ne pas confondre des troubles de la déglutition et des troubles de la mastication. Ce n'est pas parce qu'un patient ne va pas avoir de dents qu'il va avoir des troubles de la déglutition. On peut ne pas avoir de dents et manger parfaitement normalement et se débrouiller très bien sans avoir de dents. Il y a le cas particulier de la fausse route silencieuse. La fausse route silencieuse, c'est quand il n'y a pas de signe évident de fausse route, c'est-à-dire que par exemple le patient ne va pas tousser. Donc on peut ne pas se rendre compte qu'il y a une fausse route au moment du repas. Et qu'est-ce qui peut nous alerter et qui peut laisser supposer que le patient fait une fausse route silencieuse? On a par exemple l'œil qui pleure, on va avoir une décoloration de la peau, un essoufflement du patient, on peut avoir une désaturation, donc ça c'est quand on fait un essai alimentaire, on met l'appareil, le saturomètre et on voit qu'il y a une désaturation. On peut avoir une conduite d'évitement du patient qui va éviter le repas ou certains aliments, une voix mouillée. On peut aussi avoir, du coup, quand on a des fausses routes silencieuses, un petit fébricule, du coup, une courbe de température. Du coup, c'est à surveiller chez ces patients. À quel moment s'inquiéter quand on fait des fausses routes et à qui en parler? Donc, on va s'inquiéter quand on a un patient qui va faire, en gros, une fausse route par jour. C'est-à-dire qu'un patient qui va tousser au moins une fois par jour, on va considérer que, du coup, c'est problématique et qu'on a des troubles de déglutition. Donc un patient qui dit mais je ne tousse pas souvent, je tousse une fois par jour, une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est déjà problématique, mais en tout cas, une fois par jour, on va commencer à se dire que là, il y a vraiment des difficultés et là, il faudra s'interroger et orienter vers un professionnel. Vers qui orienter? Donc là, du coup, on aura chacun aura un rôle à jouer par rapport aux troubles de la déglutition. Donc le patient aura un rôle à jouer quand il est en capacité d'avoir un rôle à jouer sur ces troubles de la déglutition. Si le patient n'est pas en capacité de gérer ces difficultés, ce sera à l'aidant de pouvoir assurer aussi bien sur les changements de texture alimentaire que sur enlever l'assiette, arrêter enlever l'aliment qui posera difficulté, noter les aliments qui posent problème, aller voir le médecin traitant pour éventuellement parler d'une perte de poids, mettre en place du coup les textures alimentaires, les textures hydriques, etc. Le médecin traitant, médecin gériatre, en fonction du suivi du patient, va permettre de faire un dépistage des troubles de la déglutition, éventuellement envoyer chez l'orthophoniste pour faire un bilan des troubles de la déglutition. L'orthophoniste et le kinésithérapeute vont faire une évaluation des troubles de la déglutition, vont également ensuite faire adapter éventuellement les textures alimentaires ou hydriques, proposer une rééducation et une prise en charge aussi bien au niveau de la posture que des techniques de rééducation s'il y a besoin. Le diététicien va permettre aussi d'adapter les textures en collaboration avec l'orthophoniste et le kiné, avec les aliments à privilégier en fonction éventuellement des régimes qu'il y a besoin de mettre en place. Si on a un patient qui est diabétique, s'il y a des choses comme ça à mettre en place, c'est du coup le diététicien qui va s'occuper de ça, et notamment dans le cadre d'une institution, par exemple un centre de rééducation et à l'hôpital, en général, c'est les diététiciens qui s'occupent de la mise en place des textures alimentaires en collaboration avec les orthophonistes et les kinésithérapeutes. On va avoir aussi le dentiste qui va avoir un rôle à jouer dans les troubles de la déglutition, notamment au niveau des soins de bouche, et l'ergothérapeute qui du coup va permettre de mettre en place l'adaptation du matériel et l'installation au fauteuil avec la posture et tout ce qui va être aide technique utile pour les repas. Du coup, il est nécessaire que toutes ces professions de santé et même avec le patient et l'aidant, que tout le monde puisse interagir ensemble pour traiter et travailler autour des troubles de la déglutition pour pouvoir être bien en accord, notamment au niveau de la texture alimentaire et des textures hydriques, pour vraiment se coordonner et qu'il n'y ait pas d'erreur, notamment au niveau de la distribution des plats en institution, que ce soit à l'hôpital, en EHPAD, en centre de rééducation. Il est important de sensibiliser l'ensemble du personnel aux troubles de la déglutition et aux risques que cela engendre.
Les examens complémentaires qui peuvent être proposés, donc là on va orienter vers d'autres professionnels qu'on n'a pas évoqués juste avant dans à qui en parler. La nasofibroscopie, la radiocinéma de déglutition, ce sont des examens qui sont proposés par les ORL. Et donc l'objectif de ces deux examens, ça va être d'observer le trajet du bol alimentaire. Donc la nasofibroscopie, on va mettre une petite caméra dans le nez et le but, ça va être d'observer les cordes vocales. Et donc voilà, pendant la nasofibroscopie, on va soit boire, soit manger un petit gâteau et donc on va voir comment ça se passe donc, sur toute la partie orale et pharyngée notamment et œsophagienne. Et la radiocinéma, du coup, c'est la même chose mais en version radio où justement on a une version plus globale et on voit si là pour le coup il y a des pénétrations laryngées et si le patient fait des fausses routes. Alors, je voulais juste rajouter que lors de la nasofibroscopie, on regarde les cordes vocales parce que les cordes vocales sont sur le trajet vers les poumons. Et donc, si on observe des résidus, du liquide ou de la salive vraiment au niveau des cordes vocales, c'est qu'il y a pénétration au niveau du larynx. Et donc là, il y a une fausse route. C'est ça. Alors, qui peut faire une fausse route? Alors, les patients qui peuvent faire une fausse route, ce sont les patients notamment qui sont atteints de troubles neurologiques. Donc, on a les patients qui sont atteints de sclérose en plaques, de SLA, donc sclérose latérale amyotrophique, les patients qui ont fait un AVC, qui ont des maladies neurodégénératives, style la maladie de Parkinson et syndrome apparenté par exemple, la chorée de Huntington, les patients qui ont un traumatisme crânien, une myopathie, un locked-in syndrome, une myasthénie par exemple. On a aussi des patients, la population gériatrique, donc d'un certain âge. On va parler notamment dans ces cas-là de presbyphagie, donc les patients qui ont plus de 65 ans. On a aussi les patients atteints de polyhandicap, donc notamment les patients IMC ou avec des maladies génétiques orphelines. On a les patients atteints de pathologies ORL également, avec du coup les cancers, les dysphagies en cas de glossectomie, donc quand on enlève une partie de la langue, une partie du larynx, donc avec les laryngectomies, pardon. Voilà. Donc toute personne à tout âge peut être confrontée à des troubles de la déglutition, quelles que soient les pathologies auxquelles elles sont confrontées. Et dans ces cas-là, un bilan orthophonique par un kiné peut toujours être prescrit par un médecin. Et dans le cas d'un bilan orthophonique, du coup, ce sera prescrit bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Quelques conseils préventifs. Alors, il est important d'adapter l'environnement. Donc, par exemple, sous les conseils de l'ergothérapeute, il est préférable que le patient, le résident, soit correctement assis à 90 degrés avec le tronc bien droit et les pieds posés au sol et une bonne assise. Il est préférable de manger dans un environnement calme avec la radio et la télé plutôt éteintes et d'éviter de tenir des longues conversations avec ses voisins. Alors, il est important pour les patients qui ont des troubles de la déglutition d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et nasale, d'avoir des soins de bouche réguliers, notamment dans les établissements de soins comme les EHPAD notamment ou à l'hôpital. L'hygiène nasale est très importante aussi parce qu'en fait quand on mange on est en phase d'apnée, du coup il est important qu'on puisse respirer par le nez, donc l'hygiène nasale est vraiment très importante. Et pour tout à l'heure on parlait que les patients qui avaient des troubles de la déglutition pouvaient avoir des résidus à l'intérieur des joues, et pour certains patients si on fait pas de soins de bouche, quand ils vont s'allonger, les aliments vont rester dans la bouche et éventuellement vont tomber ensuite dans la gorge et vont pouvoir provoquer des fausses routes a posteriori. Donc c'est pour ça qu'il est important après les repas d'avoir des soins de bouche réguliers. Pour certains patients qui ont des dentiers, il vaut mieux ne pas avoir de dentier qu'avoir un dentier qui n'est pas collé. Donc c'est soit le dentier il est collé, soit on n'en met pas. Et les gens qui n'ont pas de dentier se portent plutôt pas trop mal. Donc il vaut mieux ne pas mettre de dentier qu'avoir un dentier qui n'est pas collé. Voilà. Pour avoir une prise alimentaire qui est sécurisée, donc on va dire que il vaut mieux que le patient ait la tête plutôt penchée en avant avec le menton un petit peu rentré. Parce qu'en fait, quand on lève la tête comme ceci, on va dégager les voies aériennes et donc on fait une ligne droite des aliments directement vers les poumons. Donc c'est vrai que dans l'idéal, si on veut protéger les voies aériennes et limiter au maximum les fausses routes, on va plutôt mettre la tête en avant, le menton rentré. Voilà.
Il vaut mieux aussi, dans l'idéal, prendre des petites bouchées qui vont être, dans l'idéal, bien mâchées, une cuillère après l'autre. On essaye que le patient vidange bien la bouche avant de reprendre une cuillère. Et on essaye aussi que le patient puisse maintenir une position assise 30 minutes environ après le repas avant de l'allonger, toujours pour la même chose. Si un patient a des stases, donc des choses qui restent aussi bien dans la joue que dans le larynx, parce que certains patients ont des stases aussi bien dans le larynx, bah, si on l'allonge directement après, bah, on favorise l'accès directement aux voies aériennes, donc on préfère toujours que le patient reste assis pendant 30 minutes avant de pouvoir l'allonger pour limiter au maximum le risque de fausse route en fin de repas. On peut aussi proposer avant tout passage d'une orthophoniste et avant voilà, de mettre en place des textures alimentaires et des textures hydriques vraiment voilà, sur conseil de l'orthophoniste et du kiné par exemple. On peut privilégier des liquides stimulants, donc ils vont être soit froids, soit pétillants, soit aromatisés. L'eau plate qu'on propose aux patients, elle a aucune stimulation, c'est-à-dire qu'elle est voilà, Température ambiante. Température ambiante. Si on va proposer du froid, la température du corps elle est en gros à 37 degrés, l'eau froide elle est à 3 degrés, donc il y a un gros différentiel de température. Donc ça va vraiment stimuler le patient, donc il va la sentir passer. Donc les muscles vont se mobiliser pour vraiment se contracter et donc vont mieux se mobiliser pour avaler correctement l'eau froide, je vais y arriver. Et donc pour le pétillant, c'est pareil, les bulles vont stimuler les muscles et donc l'eau pétillante va mieux passer. Et pareil pour l'eau aromatisée. Et si on fait un combo des trois, c'est encore mieux. La forme médicamenteuse. Alors, si le patient est en difficulté au moment de la prise de ces traitements, notamment avec des pilules qui ne passent pas ou des comprimés qui ne passent pas, il est peut-être préférable de voir avec le médecin prescripteur si on peut pas changer la forme galénique du médicament. Donc attention, il faut bien l'avis du médecin parce que certains médicaments ne peuvent pas être ouverts pour certaines gélules ou ne peuvent pas être séqués. Donc voilà, en parler au médecin pour voir s'il y a une solution qui pourrait éviter ce risque de fausse route. Alors, quelle texture ? Suite au passage de l'orthophoniste, passage qui a été prescrit par un médecin, certaines textures peuvent être conseillées ou déconseillées. On parle maintenant avec un langage commun. En tout cas, on essaye de mettre en place ce langage commun dans les établissements de santé pour que le changement d'établissement du patient ne pose pas souci. C'est-à-dire que si dans on imagine à l'hôpital, on parle, ce patient-là ne peut pas manger haché ou mixé, et qu'on arrive dans un autre établissement, peut-être que ce haché ou mixé ne sera pas exactement le même. Donc le mieux est que tout le monde parle la même langue. Donc on fait référence à ce qui s'appelle l'IDDSI, qui a été mis en place justement pour que chacun parle de la même chose. Donc c'est au niveau international et progressivement il entre dans les établissements de santé comme l'hôpital, les SSR, les EHPAD, les aidants à domicile et le médecin traitant. Voilà, ça permet de donner des repères exactement sur ce qui peut être mangé et bu par le patient en fonction de ses possibilités. Donc c'est suite au bilan orthophonique que justement l'indice va être défini. Donc pour cela, une pyramide a été mise en place avec justement les aliments et leurs différentes textures, ainsi que les boissons. Donc il y a un moment aussi où les boissons et les aliments peuvent se retrouver, puisque quand on passe sur du très épais ou pur et lisse, ça se recoupe. Et donc en fonction du bilan, on va définir si c'est normal, facile à mastiquer, petit morceau tendre, etc. Vous pourrez trouver sur le site internet de l'IDDSI cette pyramide-là, ainsi qu'un de nombreux fichiers expliquant aussi chaque texture. Donc, si vous prenez par exemple la texture haché lubrifié numéro 5, vous allez à la fiche haché lubrifié numéro 5 et vous aurez tout le détail de comment est un haché lubrifié numéro 5, même avec des conseils pour savoir identifier avec une fourchette ou avec une cuillère si l'aliment ou la texture, en tout cas pour trouver la bonne texture.
Donc on ne supprime plus d'aliments, mais on essaye plutôt de changer la forme de l'aliment. Donc par exemple, un patient qui ne pourrait plus manger de cacahuètes, parce qu'on sait que la cacahuète est quand même à risque de fausse route, et ben on va pouvoir lui proposer par exemple du beurre de cacahuète à étaler. Donc du coup la cacahuète prend une autre forme. Hein, c'est pareil souvent pour la semoule, où du coup le patient peut manger de la semoule au lait ou des choses comme ça. Ça permet de conserver l'aliment, mais la texture prévient, en tout cas, évite peut-être les fausses routes. Alors, ensuite, pour les liquides, essentiellement, hein, on peut épaissir. Donc attention à ne pas épaissir trop vite non plus, parce que trop d'épaississant entraîne aussi des infections éventuellement pulmonaires, hein, parce que l'épaississant, il est pas sans conservateur, etc. Donc il vaut mieux attendre le passage d'un orthophoniste pour épaissir. Donc l'épaississement, donc ce n'est pas une solution automatique, hein, il doit être adapté à chaque problématique. Donc on peut aussi faire référence à la pyramide de l'EDDSI, d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure, mais pour épaissir, les indicateurs sont notés sur les boîtes. Donc l'épaississement, il faut qu'il soit personnalisé et préparé au verre. Alors c'est vrai que en termes de temps, c'est souvent plus facile de préparer des pichets, sauf que dans un pichet, on va avoir une personne qui peut boire très épaissi et l'autre un peu moins épaissi, et c'est dommage quand on peut boire légèrement épaissi de se retrouver avec un verre avec de l'eau très épaissie. Donc là, voilà, si c'est possible, le mieux c'est de réaliser les tests au verre auprès du patient pour qu'il ait exactement la texture dans la mesure où, en plus, on essaye vraiment de proposer, entre guillemets, le minimum pour la sécurité. Le but du jeu n'est pas de mettre tout le monde sous eau épaissie ou tout le monde en mixé, parce que, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir garder une qualité de vie et en fonction des possibilités qu'on a. Je donne souvent l'exemple du fait que tout le monde peut faire une fausse route aussi, parce que tout le monde peut faire une fausse route, et donc je pourrais dire écoute Emeline, ce soir j'ai peur que tu fasses une fausse route pendant ton repas, voilà, et du coup comme j'ai vraiment peur que tu fasses une fausse route, tu vas manger mixé. Voilà. Donc ça en fait on pourrait le dire à tout le monde. Donc on va essayer de préserver nos patients et de leur donner la solution la plus adaptée, et pas aller tout de suite vers ça y est, t'as toussé 3 fois, on te passe en mixé. Non, ça se passe pas que comme ça. Donc l'épaississement préparé au verre, et tous les liquides peuvent être épaissis. Souvent on entend effectivement que certains liquides ne peuvent pas être épaissis, mais si, vous pouvez épaissir le café, alors oui c'est pas très bon, vous pouvez épaissir l'eau, qu'est-ce qu'on peut épaissir encore le champagne, le vin, voilà. Donc effectivement ça change un petit peu la texture et un peu le goût, mais voilà. On adapte aussi sur la pyramide pour être sûr de donner le minimum qui entraînera la sécurité. Donc il y a plusieurs épaississants qui existent sur le marché. Il y en a qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est intéressant de pouvoir en parler avec le médecin aussi. Ils sont sur prescription médicale. Donc se rapprocher du médecin, du patient, du pharmacien, de l'orthophoniste, du kinésithérapeute pour savoir quel est l'épaississant qui correspondrait le mieux au patient. Donc c'est ce que je voulais vous dire. On n'a pas pris de boîte là, on aurait peut-être dû, mais voilà, sur les boîtes d'épaississants, vous avez souvent trois petites couleurs qui correspondent à 3 indices IDDSI. Et donc vous savez que si le patient a été identifié en IDDSI 3 par exemple, il faut tant de cuillères d'épaississant. Donc ça permet de vraiment faire ça correctement, et du coup c'est là où l'intérêt de faire au verre est présent. Donc il y a aussi de l'eau épaissie qui existe déjà, je crois que c'est dans des petites capsules. C'est ça, comme des petits pots de gelée. Voilà, comme des petits pots de gelée. En général, c'est moins conseillé pour les patients qui ont des troubles de la déglutition. Alors, je me permets, parce que du coup, c'est moins conseillé, parce que du coup, ça a tendance à se liquéfier quand c'est en bouche. Et donc, du coup, un patient qui a des troubles de la déglutition, si ça se liquéfie, ça va devenir de l'eau liquide. Donc potentiellement, s'il a des troubles de la déglutition et qu'on lui donne de l'eau épaissie, c'est parce qu'il ne peut pas boire de l'eau liquide. Donc si quand c'est en bouche, ça devient de l'eau liquide, du coup, ça n'a aucun intérêt pour un patient du coup qui ne peut pas boire de l'eau liquide. Voilà. Un petit point éthique aussi, parce que ça reste quand même la base de notre travail en tant que soignant. Donc les soignants proposent des adaptations.
en lien avec le bilan, en lien avec la sécurité, mais il faut savoir que le patient doit valider. S'il est en mesure de pouvoir le faire, c'est à lui de valider et on se doit de respecter ses décisions. Donc il a le droit de refuser. Et puis nous, on doit aussi, avec lui, évaluer le bénéfice-risque. Parce qu'effectivement, si on fait des adaptations trop drastiques, il risque de perdre en qualité de vie, parce que du coup, il adorait les cacahuètes, mais du coup, on lui a dit qu'il pouvait plus en manger. Dénutrition, parce que c'est un patient, s'il est tout le temps en bouillie, il va plus avoir envie de manger. Déshydratation, parce que si c'est trop épaissi, eh bien, il va plus avoir envie de boire. Donc, est-ce qu'il vaut mieux trop épaissir et pas boire, ou moins épaissir ou pas épaissir et boire? Perdre des fonctions de mastication et de déglutition, parce que c'est aussi des fonctions qui font appel à des muscles. Et donc, si c'est pas sollicité, c'est comme tous les muscles, ça finit par fondre. Et puis, voilà. Et puis, effectivement, les sous-stimulations cognitives, parce que quand on mange, en fait, ça active plein de choses en lien avec les sens. Et donc, c'est important pour pouvoir maintenir ces possibilités cognitives. Donc voilà, attention, sur diagnostic, sur traitement, on risque plus de nuire qu'autre chose. Donc toujours avoir cette balance et puis faire le minimum pour le patient et pas aller tout de suite sur du maximum. Et donc, comment vous pouvez retrouver le webinaire? Donc, c'est plutôt un point sur le projet. Donc, ce projet a été mené dans le cadre de la CPTS Asclepios, qui nous permet de pouvoir mettre en place des projets à destination des professionnels de santé, mais également à destination des usagers du territoire. Donc nous avons réalisé d'abord cette formation-là en présentiel, comme on dit maintenant, et puis pour pouvoir donner l'accès le plus facilement possible aux personnes ne pouvant être là lors de la soirée du 1er juin, nous avons décidé de réaliser ce webinaire, qui est un bon exercice. Donc ensuite le webinaire sera diffusé pour les professionnels de santé, dans les établissements de santé et puis aussi pour les professions libérales. Évidemment, si des aidants souhaitent aussi avoir accès, c'est possible. Évidemment, le but du jeu, c'est vraiment de sensibiliser pour qu'il y ait un peu plus de connaissances sur ces difficultés qui sont quand même rencontrées par les patients, mais aussi par les équipes, parce que souvent les équipes, elles se disent en difficulté, qu'est-ce que je fais, j'épaissis pas, voilà, ils toussent, voilà. Donc le webinaire vous est diffusé et ensuite on vous propose, pour ceux qui seront preneurs, de venir jusqu'à vous pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez les noter sur un questionnaire que vous aurez suite à la formation, mais vous pouvez aussi les recenser tous ensemble pour qu'on puisse y répondre. Donc soit vous nous les envoyez avant, soit sinon on répondra en direct. Voilà, et puis ensuite on pensait également faire une plaquette d'information à destination des aidants familiaux et professionnels. Et puis bien sûr, on va aussi faire travailler les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, à l'élaboration de protocoles. Voilà, comment ça se passe quand on a un patient qui présente des troubles de la déglutition dans une MSP, voilà, il rencontre qui, etc. Voilà, si vous avez aussi d'autres idées, si vous avez besoin de compléments d'information, on peut faire aussi évoluer le projet en fonction des demandes de terrain, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est aussi de répondre à vos demandes. Voilà, si on peut encore vous apporter d'autres choses ou préciser certains sujets, c'est possible. Donc, pour retrouver le webinaire, sur réseaupro.isanté-france.fr ou alors en contactant Aude Leloup, qui est la coordinatrice de projet à la CPTS. On la remercie d'ailleurs pour son investissement pour mener à bien ce webinaire et toute la formation et tout le projet déglutition. Et donc, vous avez un petit questionnaire que vous pouvez remplir. C'est anonyme, c'est pas du tout une évaluation. C'est vraiment pour voir si notre intervention vous a aidé ou pas, si vous avez des questions encore. Et pour pouvoir recenser aussi un peu les problématiques dans les différents établissements. Voilà, il y a pas de jugement, c'est vraiment vous dites si on a répondu et puis si vous avez d'autres questions. Voilà, on vous remercie et on espère avoir répondu à vos questions. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.